transmettre aussi votre présence dans la région de l'Extrême Nord, sur YouTube et dans les réseaux sociaux. Pour cette phase, nous vous accordons le droit de transmettre. Il y a la population dehors aussi qui va entendre votre voix. C'est pour ça que nous avons maintenant allumé les micros et les baffles. Monsieur le Président, avant de passer la parole aux communicateurs, sûrement vous aurez quelque chose à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'avec le masque, vous m'entendez quand même? Très bien. Je voudrais remercier très sincèrement la presse, les médias d'être présents à cette rencontre. Voilà, pour que le volume soit plus haut. Merci. On m'a fait remarquer que je n'ai pas toujours mon masque. Je dois donner l'exemple du respect des mesures prescrites pour éviter la propagation de la Covid-19. Mais je pense que les distances exigées sont observées. Donc je voulais réitérer mes remerciements à la presse, aux médias d'être présents à cette rencontre, qui est une rencontre, j'allais dire presque familiale, c'est interne, c'est pas un meeting. Vous avez bien vu que nous n'avons pas fait une mobilisation des populations. Je voulais rencontrer de passage ici à Maroua les principaux responsables de notre parti dans la région de l'extrême nord. Et la délégation qui m'accompagne avec des membres du directoire national, mon conseiller spécial, mes conseillers spéciaux, Sa Majesté Bilon Haïfa, Traga qui est là, le secrétaire national à l'éducation, un des membres du comité des sages, un des piliers de notre parti qui a une mission spéciale dans une des régions du pays, entre autres. Et ils ne sont pas tous là, mais ce sont ceux avec qui j'ai pu être là cet après-midi. Nous avons une forte délégation qui est dans la région pour accompagner, comme vous l'avez vu, ici le premier vice-président de notre parti, M. Mamadou Yakouba Mota, qui est sorti de prison le 5 février après 20 mois de prison et que nous tenions à raccompagner à son domicile auprès de sa famille nucléaire, pour qu'il retrouve la chaleur familiale. Et notre mission se poursuivra demain jusqu'à Tokombéré, parce que j'avais promis, lorsque je suis venu rendre visite à sa famille, ici à Maroua, et à ses parents à Tokombéré, que je le ramènerai personnellement ici. Et c'est ce que je compte faire. On a déjà fait l'étape de Maroua, on fera l'étape de Tokombéré demain. Voilà brièvement les principales raisons, ou je dirais même la principale raison de ma présence ici. Je saisis cette occasion pour saluer chaleureusement les responsables du parti ici présents et nos nombreux militants qui sont dehors alors même que nous n'avons pas organisé le meeting. Chers camarades, chers amis politiques, merci d'être là. Merci. Merci du fond du cœur pour votre courage, pour votre ténacité, malgré les menaces, malgré les pressions. Vous êtes fidèles à votre engagement et vous avez raison d'être fidèles à cet engagement, parce que notre lutte politique, c'est une lutte pour un meilleur Cameroun, pour tout le monde. Pour tout le monde. Nous voulons un pays où la prospérité sera partagée entre les fils et les filles, tous les fils et toutes les filles de ce pays, y compris les enfants de ceux qui sont en charge du pays aujourd'hui. Nous n'excluons personne, mais nous allons mener ce combat au nom et pour le compte de tous les Camerounais. Je vous remercie d'être là. Et comme je vous l'ai toujours dit, nous voulons mener ce combat
dans la paix et par les urnes. Le MRC, depuis sa création, n'a jamais exercé la violence. Nos meetings se passent toujours dans la paix, du nord au sud. Vous voyez que nous faisons toujours dans la paix. Et c'est notre option fondamentale. Mais je saisis cette occasion pour vous dire, mes chers amis, vous avez un rôle important à jouer dans le changement de ce pays. Ne restez pas là comme des spectateurs, c'est vous les acteurs. Les acteurs premiers, ce sont les citoyens. Et comment est-ce que vous êtes les acteurs? Vous êtes les acteurs parce que ce sont vos voix, ce sont vos votes qui comptent. Allez vous inscrire sur les listes électorales pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits. Et le jour du vote, allez voter. C'est vous qui allez décider qui sera le prochain dirigeant du Cameroun et personne d'autre. C'est vous. Personne ne doit vous imposer vos dirigeants demain. Inscrivez-vous, ayez votre carte électorale. Même si vous ne voulez pas voter pour moi, mais soyez libre de voter pour qui vous voulez, mais choisissez qui vous voulez. Et vous ne pouvez choisir que si vous avez votre carte d'électeur. Donc allez vous inscrire sur les cartes, sur les listes électorales. La politique que vous voyez là, ce n'est pas simplement ce qu'on vous fait croire. C'est-à-dire quelques personnes qui ont des moyens parce qu'ils ont pris sur l'État et qui viennent vous distribuer 500 francs, 1000 francs. Parce qu'on vous a réduit à la pauvreté, à la mendicité pour vous tenir. Vous donnez 500 francs, 1000 francs. Mais vous êtes citoyen de ce pays. Vous êtes citoyen à part entière. Et personne ne veut vous traiter comme des gens réduits à la mendicité. On doit vous traiter avec dignité parce que vous avez le droit de partager la richesse de ce pays au même titre que tout le monde. C'est le sens de notre lutte au MRC, c'est le sens de notre combat. Vous savez, vous pouvez aller au fin fond du Cameroun, vous pouvez aller à Vélé, trouver un citoyen camerounais. C'est peut-être un génie, il a le talent de Einstein. Mais il n'a pas l'occasion, on ne l'a pas mis dans un contexte et dans un environnement où il peut faire valoir son intelligence. Et c'est cela que je veux combattre. Je veux que chaque Camerounais ait sa chance. Que chaque Camerounais ait sa chance. Le génie que nous célébrons, les talents que nous célébrons là sont partout au Cameroun. Mais seulement les autres, beaucoup de Camerounais ne sont pas mis dans les conditions où ils peuvent faire éclore leur génie. Et nous allons travailler pour que cela arrive. On vous a dit ici, pendant la campagne, ceux qui sont champions du mensonge, ils ne vivent que du mensonge parce qu'ils n'ont rien à vous proposer, vous ont fait croire que je n'aimais pas les populations du septentrion. Au point où j'aurais dit que je n'enseigne pas aux moutons. Mais c'est moi, Kamto, c'est moi qui ai ouvert la faculté de droit de Ngaoundéré. C'est moi. Et je suis fier de mes étudiants que j'ai enseignés là. Ils sont tous des hauts fonctionnaires. J'en ai vu qui étaient à l'ENAM. Beaucoup sont dans des ministères directeurs généraux. Quand je pars dans la rue, c'est eux-mêmes qui m'appellent. Ce n'est pas autre. Mais vous avez des spécialistes du mensonge qui viennent vous dire le contraire sur le terrain. La politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, ce n'est pas la haine. C'est que je le dis et je le dis chaque jour, que chacun vienne se tenir devant nous. Je les invite. Que leurs champions viennent, on se tient devant vous et chacun dit ce qu'il veut faire pour vous. Et comme ça, vous allez choisir. Donc arrêtons de mentir aux gens. Arrêtons de mentir parce qu'ils ont vu que vous m'aimez. Ils ont vu que partout où je suis passé, ici dans l'extrême nord, partout dans le pays, les gens m'ont acclamé. Mais vous, si vous m'acclamez, c'est parce que je vous tiens un langage de vérité et de sincérité. Si vous aimez les gens, allez vers eux. Allez vivre pour voir comment ils vivent. Allez manger avec eux la même nourriture qu'eux. Ne vous enfermez pas dans un bureau et vous commencez à raconter des histoires. Et vous envoyez les photos et les gens pour venir mentir aux gens. Non, moi je vous dis la vérité. Et je dis pour terminer, donnez-nous la chance, même seulement sur un mandat. Essayez-nous, comme on dit. Essayez-nous sur un seul mandat pour voir ce qu'on va faire ici au Cameroun. Un seul. Si on ne tient pas ce qu'on a dit, vous nous mettez dehors. Vous avez le pouvoir, la capacité de le faire. Vous avez vu les autres pendant 40 ans. Donnez-nous la chance sur un seul mandat de tester. Je vous remercie.
Maintenant, s'il y a des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que nous allons maintenant passer la parole à la presse ici présente. S'il vous plaît, présentez-vous avant de communiquer. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Jacques Adaoussa, je travaille, je suis correspondant de quotidien mutation dans le Nord. J'ai une préoccupation qui n'a pas nécessairement trait à la réunion de cet après-midi. Lorsque nous avons suivi les différentes caravanes hier jusqu'au domicile du vice-président national du MRC, toutes les déclarations, tous les discours et tous les témoignages ont débouché sur un slogan selon lequel le combat continue. Qu'est-ce qui peut être dans ce slogan? Le combat continue, c'est du webnext. Qu'est-ce qui est maintenant, après dans cette embellie avec la libération de Maman Lumumba, qu'est-ce qui est dans la qu'est-ce qui est dans le paquet de ce combat? Merci. La réponse est très simple. Est-ce que le MRC est au pouvoir? Donc, le combat ne peut pas être. Merci. Okay. Suivant. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Amadou Daïrou, correspondant Equinox Télévision pour la région de l'Estrie. Monsieur le Président, vous êtes passé de la parole à l'acte. Vous avez promis aux jeunes de l'Extrême, à la famille de Mamadou Monta, que vous allez revenir avec votre vice-président, votre fils, dans sa ville natale. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, la jeunesse vous écoute. Y a-t-il un message, particulier à l'endroit de ces jeunes qui veulent un lendemain meilleur? Merci. Merci beaucoup de cette question qui nous permet justement de parler à nouveau à cette jeunesse. Je me suis adressé à elle le 11 février, qui est la fête nationale de la jeunesse au Cameroun. Et je voudrais revenir sur un ou deux points de ce message. Premièrement, la jeunesse camerounaise est talentueuse. Elle a du talent. Mais c'est un talent qui ne s'exprime pas toujours pleinement, parce qu'elle ne trouve pas un contexte favorable à l'expression de ce talent. Vous avez vu que partout et dans tous les domaines où vous avez les Camerounais, ils réussissent malgré les obstacles et les difficultés à se hisser parmi les meilleurs. Je n'ai pas cité tout ce que je pouvais citer dans mon message. Je n'ai pas cité le jeune qui vient de soutenir une thèse de doctorat en mathématiques à 22 ans. Vous imaginez, 22 ans. C'est l'âge auquel certains commencent leurs études à l'université. Lui, il a déjà le doctorat, après être diplômé comme ingénieur. C'est un Camerounais. Vous en avez un, comme je l'ai dit dans mon message, qui a créé une application de messagerie qui s'appelle Dicalo, qui fait le même travail que WhatsApp et autres. C'est un jeune Camerounais. Pourtant, il n'a pas reçu d'aide spéciale. Et c'est pour cela que je souhaite qu'une telle application soit appropriée très rapidement par les Africains, pas seulement les Camerounais, pour que ça prenne toute sa place et son nom. Vous avez le jeune physicien chez nous qui travaille sur justement le génie nucléaire et qui essaye de comprendre les propriétés du soleil pour voir comment on le produit sur Terre pour créer de l'énergie. Mais vous avez également de cette région, même si je ne l'ai pas cité, mais je l'ai félicité abondamment, longuement et chaleureusement. Pardon? Oui, madame, oui, bien sûr. Madame Jalili Amadou, qui a quand même gagné le prix concours des lycéens après avoir été sélectionné parmi dans le dernier carré, c'est-à-dire les 4
qui pouvait gagner le concours général. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Une jeune dame camerounaise d'arriver à ce niveau. Et donc c'est pour cela que je dis, on a une jeunesse talentueuse, exceptionnellement douée. Notre rôle en tant que politique, et je l'espère demain en tant que dirigeant de ce pays, c'est de créer l'environnement qui leur permette justement d'éclore à tous ces talents-là. Nous les avons dans tous les domaines, il n'y a pas que le sport. On présente peut-être beaucoup trop souvent les sportifs. Mais il faut que l'on montre qu'il y a des modèles dans divers domaines, sinon dans tous les domaines au Gabon. Alors qu'est-ce que j'ai pour eux? J'ai deux choses, mais qui se résument en une seule. D'abord, le mot-clé, c'est l'éducation. Et l'éducation, pour nous, l'éducation de la jeunesse, c'est sur deux volets. Le premier volet est l'éducation classique traditionnelle, qui va de la maternelle à l'université. J'ai toujours dit que lorsque nous serons en capacité de gouverner ce pays, nous ferons une réforme de l'éducation de la maternelle, je ne dis même pas du primaire, de la maternelle à l'université, où l'enfant va être éveillé très tôt, non seulement à avoir un sens critique, mais à la création, à la créativité. La créativité se stimule très tôt. Quand un enfant voit cette bouteille, il dit mais comment est-ce qu'on fait la bouteille? Dès lors qu'il se pose la question, il a fait un pas de géant. Parce que toute sa vie, il cherchera à comprendre comment on fait la bouteille. Donc il faut que nous amenions les enfants à cela. Et c'est pour cela que si j'avais du temps, j'irais dans le détail pour vous dire comment ça va se faire. Mais la réforme de l'éducation permettra une articulation entre la formation traditionnelle classique et le monde du travail en permanence. Il y aura une passerelle qui permettra à l'enfant, même qui est au lycée, de comprendre comment ça fonctionne exactement dans une entreprise ou à l'usine. Passer donc de l'atelier technique où il est formé à voir comment on transforme justement ce qu'il a appris sur le plan théorique dans un atelier, dans une usine. Ça, c'est pour la formation classique. Mais pour les jeunes, et ils sont nombreux, soit qui sont allés à l'école et ils ont eu un diplôme qui ne leur permet pas d'avoir un emploi et de gagner leur vie. Vous avez plein de jeunes qui conduisent des motos-taxis, mais qui sont des licenciés, qui ont la maîtrise en poche. C'est un gâchis extraordinaire. Parce que c'est de l'argent gâté par les parents et c'est de l'argent jeté par les fenêtres par l'État aussi, parce que l'État concourt à l'éducation en payant les professeurs, en payant les bâtiments scolaires et tout. Donc c'est de l'argent gâché de part et d'autre. On ne peut pas mettre 7 ans à former un jeune pour ensuite le voir sur un moto-taxi, une moto-taxi. C'est terrible pour moi. Et ça offre quel emploi, quelle perspective pour ces jeunes? Si vous prenez les statistiques, vous verrez que la plupart des conducteurs de moto-taxi ne peuvent pas dépasser les 5 ans sur la moto. Parce que ça casse. Ça casse. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'il a gagné pour construire sa vie? C'est pour cela que je dis, pour les jeunes qui sont allés à l'école, ils ont des diplômes et ils ne trouvent pas d'emploi, on va les remettre dans les circuits de l'emploi par une passerelle de formation professionnelle au métier qui, comme je l'ai dit, la formation professionnelle durera de 3 mois à 24 mois, à 2 ans. Parce que comme je l'ai dit, un jeune qui a déjà une maîtrise en poche, il a une maîtrise de lettres par exemple. Mettons qu'il veut devenir un spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous n'avez pas besoin de 4 ans pour transformer ce jeune-là, même en un ingénieur, même en un technicien, ou en un programmeur. Vous n'avez pas besoin de 4 ans, comme celui qui vient de passer son bac au lycée. Parce qu'il a un niveau de compréhension intellectuelle qui est beaucoup plus élevé, il peut aller très loin. Donc, on va faire des passerelles pour les former. Mais pour ceux qui ne sont pas du tout allés à l'école, parce que les parents n'avaient pas les moyens, parce que le hasard de la vie a été trop dur pour eux, on va donc les remettre dans les couloirs de formation professionnelle. J'ai dit que mon objectif, c'est que dans les 5 à 10 ans qui viennent, chaque jeune Camerounais ait reçu au moins une formation, même d'une durée de 3 mois. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vous dire, mais qui est-ce qu'on peut former en 3 mois? On peut former beaucoup de gens en 3 mois. Si je prends les jeunes filles, notre projet, c'est de relancer et de redynamiser, par exemple, le secteur, la filière textile. Et donc, de créer beaucoup d'emplois dans le textile. Nous produisons du coton. Mais en plus de notre production, il y a du coton dans beaucoup de pays voisins, au Tchad et ailleurs. Nous étions l'un des premiers pays à avoir une usine
La Sodécoton ne produit pas que du coton, mais il y avait la Sodécoton, l'usine de filature. Et puis, on a à Douala l'usine qui transformait en tissu. Mais pourquoi sommes-nous restés derniers alors que des usines comparables continuent à bien fonctionner, par exemple en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays? Donc c'est une filière complète. Or, si vous voulez former par exemple des couturières, c'est-à-dire qu'au lieu que nous importions la friperie comme nous le faisons massivement, on ne sait même pas qui a d'abord porté ces vêtements avant que ça nous arrive. On ne sait même pas si certaines maladies que nous avons aujourd'hui ne viennent pas de là. Mais ça, en même temps, ça tue toute la filière cotonnière chez nous, la production textile. Si vous voulez booster cette filière, vous réduisez progressivement l'importation de la friperie. Et vous faites que les habits que l'on confectionne ici chez nous, j'aime bien les boubous comme vous, qu'on confectionne chez nous, les tenues africaines et tout, soit notre coton, ou les cotons des pays voisins que nous transformons ici. Vous allez donc avoir besoin d'une main d'œuvre abondante dans la filière. Et vous formez une fille en 3 mois pour apprendre à bien tenir la machine, c'est-à-dire pour coudre droit et tout ça. En 3 mois, vous l'avez formée. En 3 mois, vous l'avez formée. Elle a son travail dans l'usine. Et elle peut donc aller faire son travail dans l'usine. Je vois, il y a des petits supermarchés qui ouvrent partout. Mais ceux qui ouvrent ça vont chercher leur famille, les membres de leur famille au village, qui viennent vendre dans la boutique. Et dès que vous entrez, elle vous regarde comme si vous aviez un problème avec elle. Vous parlez, elle répond mal. Alors qu'elle oublie que c'est quand vous achetez qu'elle peut avoir son salaire à la fin du mois. La plupart dans les supermarchés que vous voyez, c'est après qu'on les a recrutés, qu'on les forme sur l'État, pour qu'elles apprennent même à placer les marchandises dans les rayons. Or, c'est tout un métier. En 3 mois, je forme les techniciens de surface, les rayons, de tout. 3 mois. Comment on place la marchandise pour que ça attire le client? Il y a toute une technique pour ça. Hein. Vous croyez qu'on va dans la boutique? Il y a une technique. Donc on forme les agents on forme aussi les gens qui accueillent. Parce que ce n'est pas... Sourire à un client ne veut pas dire que tu veux sortir avec lui. C'est juste pour que le client là dépense son argent. Parce que si vous êtes gentil, il croit comme les Camerounais, dès qu'une fille sourit, il croit qu'il est déjà parti avec elle. Non. C'est pour que vous dépensiez votre argent. Vous pouvez donc bien l'accueillir en restant digne. Vous n'avez rien à voir. Donc tout ça se forme. Vous ne pouvez pas trouver, comme nous aimons parler des Blancs, vous ne pouvez pas trouver en Europe quelqu'un qui exerce un métier sans avoir reçu un métier. Ça n'existe pas. Ce que je vous dis là, c'est la même chose que vous verrez en Europe. Personne ne peut vendre dans un supermarché. Même quand on vous recrute, même les étudiants qui vont les stages, là, on les forme d'abord derrière avant de les mettre. Donc, c'est tout cela que j'appelle la formation. Vous allez dans un village, vous allez dans une commune. J'étais appelé, je peux citer d'autres communes où j'étais, ici. Je ne suis pas sûr que si vous cherchez là-bas, par exemple, un plombier, vous allez en trouver un. Je ne suis pas sûr. Pourtant, si je veux faire ma maison à Velay, avoir de l'eau courante chez moi, il faut qu'un plombier m'installe ça. Je vais donc former le jeune de Velay qui s'intéresse à la plomberie. En 6 mois, peut-être maximum un an, même s'il a la tête dure, il saura faire la plomberie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il n'a pas besoin de quitter son village. Il peut s'installer, avoir un projet de vie, se marier, parce qu'il a un métier. Mais en même temps, il règle un problème à l'échelle de l'ensemble du village, puisque chacun du village qui veut avoir installé chez lui a le spécialiste à côté. Vous ne voyez pas que ça change tout? Voilà ce que nous avons pour la jeunesse. Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas de faire de longs discours, de bavarder, de faire le piazzi, le piazza, le piazza, c'est-à-dire alors que vous n'avez pas préparé les gens. Si vous ne formez pas un jeune, je vous assure, vous prenez 100 jeunes, vous leur donnez simplement de l'argent. Vous revenez 6 mois ou 1 an avant. Si vous êtes chanceux, vous allez trouver peut-être 10 qui ont fait de cet argent quelque chose. Mais si vous formez 100 jeunes et vous leur donnez les moyens, vous aurez 60 qui ont fait de cet argent quelque chose. Et c'est toute la différence. Et je termine en vous disant que notre projet, ce n'est pas de former les jeunes et de les laisser dans la nature. C'est de former les jeunes et de les accompagner. Nous savons que les jeunes n'ont pas les moyens. Donc si je forme mon jeune plombier, ou si je forme le jeune pour la menuiserie métallique,
Je vais lui dire, bon, pour faire ta menuiserie métallique, pour faire les fenêtres là, souder les portes, tout ça là, qu'est-ce qu'il te faut? Il va dire, j'ai besoin de tel type d'équipement. Moi, je ne vais pas lui donner de l'argent. Je vais faire un accord avec la mairie du coin. On va lui acheter l'équipement, mais il y aura des inspecteurs, des gens qui vont passer suivre régulièrement si l'équipement est là, s'il utilise l'équipement et tout cela. Parce que s'il ne le fait pas, alors on va l'arrêter, il faut qu'il rembourse. Mais s'il utilise bien son équipement, cela veut dire qu'il aura gagné cet équipement, on lui a donné. Alors que dès que vous donnez l'argent, il y a 1000 projets. Entre-temps, il y a sa copine qui est malade, il faut qu'il s'aille. Il va donner un verre de bilbil. Non, il faut lui donner l'équipement pour faire son travail. Et vous allez voir que sur 100 formés et accompagnés, nous allons récupérer 70. Il y a peut-être 30% de déperdition. Maximum. Voilà ce que j'ai pour le jeune. Dernière question, du Sahel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, vous allez m'excuser de poser une question à double niveau. Premièrement, sur la situation de vos camarades encore en détention. Quelle est leur situation? Quelles sont les démarches? À quel niveau se trouve le combat pour leur libération? Autre question, je voudrais peut-être celle-là par rapport au sens même du combat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le combat a déjà beaucoup coûté aux familles, à vos amis politiques? Je m'explique. Il y a quelques mois, vous-même avez été en détention. Vous en avez fait 9 mois. Votre premier vice-président en a fait 20. Jusqu'ici, il y a d'autres camarades qui sont privés de liberté. Est-ce que et l'embastillement n'est pas prêt de s'arrêter? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut réajuster le combat pour ne pas priver davantage d'autres amis politiques de liberté? Puisque, pour dire vrai, le régime n'est pas prêt à fléchir. Est-ce que vous allez continuer à faire comme si de rien n'était pendant qu'il y a des familles qui sont privées de leur chef de famille? Merci. Je vais commencer par cette dernière question, elle est importante. Mais c'est le genre de question que l'on pose pour donner mauvaise conscience. Pour dire, vous privez les chefs de famille de leur famille. Je ne prive personne de rien. Je n'ai jamais contraint qui que ce soit à adhérer au MRC. Je n'ai jamais contraint qui que ce soit à adhérer à un mot d'ordre du MRC. Chaque Camerounais s'engage librement parce qu'il comprend le sens du combat. Si j'entends bien votre question, la réponse devrait être il faut arrêter ça. Mais vous dites que parce que le régime n'est pas prêt à changer, mais vous croyez que nous sommes prêts à changer? C'est quand même extraordinaire. On vous déploie chaque jour un spectre pour vous traumatiser. Le régime ne change pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on... Je veux répondre à quelqu'un. Je ne vais pas vous plater ces demandes. Je vais le voir parce que je suis... Pourquoi est-ce que, mes chers camarades, nous sommes ici dans la salle? Dites-moi ce que nous avons demandé à ce régime qui est extravagant, qui est insultant, qui est impossible. Dites-moi qu'est-ce qu'on a demandé. Vous qui me posez la question, qu'est-ce que nous demandons? Avez-vous jamais vu un combat aussi plus pacifique que le nôtre? On légalise les partis politiques pour qu'ils viennent accompagner un autre parti au pouvoir? Ou bien pour qu'ils proposent? Qu'est-ce que nous avons demandé jusqu'à présent? Deux choses. Nous avons demandé qu'on arrête le bain de sang, le massacre dans les régions camerounaises du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que demander que la paix revienne dans notre pays, c'est un crime? Non.
Quel est le Camerounais qui ne veut pas? Quel est le Camerounais qui ne veut pas la paix? Qui veut que le sang des Camerounais continue de couler? Qui? Si quelqu'un veut ça, est-ce qu'il est digne de diriger le pays? Non. Un père de famille n'est-il pas là pour protéger les enfants et tous les enfants? Est-ce qu'il est là pour sacrifier leur vie? La deuxième chose que nous avons demandé, qu'est-ce que c'est? C'est la réforme consensuelle du code électoral. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à vouloir que nous arrêtions ensemble, que nous convenions ensemble des règles du jeu politique? Si vous voulez participer à un tournoi, vous connaissez les bonnes règles du football. Et puis, une équipe va changer les règles. Elle seule, elle change les règles. Et elle dit, venez jouer avec nous. Et vous courez au stade. Dès lors que vous traversez le rang central, on dit que vous êtes déjà hors jeu. Mais vous ne saviez pas. Vous allez accepter ça. Donc pourquoi donc on refuse de faire des règles consensuelles? Ceux qui dirigent le pays, ils disent que leur parti est un rouleau compresseur, qu'ils sont très forts. Ils ont peur de quoi? Ils craignent quoi donc? Pourquoi on veut les règles claires? On veut les règles claires. Pourquoi ils ont peur? Alors qu'ils disent qu'ils sont un rouleau compresseur, ils ont quadrillé le pays. S'ils sont sûrs de leur fait, révisons consensuellement le code. Et je voudrais ici lever une équivoque. Parce que d'habitude, quand on parle de réformer la loi électorale, les gens disent non, c'est la majorité qui décide ce qu'elle veut. Non, pas en matière électorale. Non, pas en matière constitutionnelle. Dans un pays, dans un État républicain, on ne révise pas la constitution comme on veut. Si vous regardez bien, même en France, dans des pays qui sont des pays que nous aimons citer, lorsque le président veut toucher à la constitution, il appelle toutes les forces politiques. Il leur explique la démarche. Et c'est à partir de là qu'on va faire la réforme de la constitution. On en débat longuement dans les deux chambres, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. L'opinion donne son avis. Les groupes sociaux, les syndicats, tout le monde contribue. Lorsqu'on veut toucher au code électoral, c'est pareil. Parce qu'on dit ici, oui, mais nous sommes majoritaires à l'Assemblée, donc nous faisons ce qu'on veut. Non. Lorsque vous êtes majoritaire à l'Assemblée, vous faites ce que vous voulez du programme que vous avez présenté pendant la campagne. Est-ce que vous avez déjà vu, au cours d'une campagne ici, un parti politique dire que son programme, c'est de confisquer le code électoral pour modifier et faire ce qu'il veut pour rester éternellement au pouvoir? On vous a déjà proposé ça? Non. Donc quand il s'agit de revoir les règles du jeu, on voit ça consensuellement. Même dans des pays en guerre, vous aimez vous moquer, même en Côte d'Ivoire, de partout, ils ont revu le code électoral ensemble. Vous avez vu que alors que l'opposition est même représentée dans la CNI en Côte d'Ivoire, ils ont estimé que leur représentation n'était pas suffisante. Ils sont allés jusque devant la Cour africaine des droits de l'homme. Ça n'a choqué personne. Ici au Cameroun, dès qu'on dit oui, mais comme le pouvoir n'est pas prêt de céder, mais vraiment, est-ce que vous allez priver les familles de leur père, machin? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De rentrer comme on nous demande de le faire sous les lits, de nous cacher pour dire que demander des excuses. On m'a demandé de demander des excuses. Parce que je dis que je ne suis pas d'accord, on dit que je dois présenter des excuses. Il faut que les Camerounais redeviennent, en tout cas ceux qui mangent là, et qui privent les Camerounais de ressources que le pays a pour tout le monde, qu'ils arrêtent de nous mépriser à ce point-là. Personne ne nous arrachera notre dignité. Nous sommes des citoyens à part entière de ce pays. Et nous nous battons pour que le pays se porte bien pour tout le monde. Moi, j'ai grandi dans un Cameroun qui était en train de décoller économiquement, qui était un pays prospère et riche. Maintenant, je suis à mon âge en train de voir mon pays en train de s'écraser comme un avion qui crache. Et vous me demandez de me taire? Au nom de quoi? Parce que quoi? Ça ne va pas, ça n'arrivera pas. S'il vous plaît, dites-le à vos lecteurs que ça n'arrivera pas avec Campton. J'ai refusé ça. Je suis un homme debout, respectueux mais debout, digne et fier. Et je ne fais jamais rien pour faire du mal aux gens. Je dis arrangeons notre pays. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire arrangeons notre pays? Quelqu'un me demandait tout à l'heure, what next? Est-ce que sur les deux choses que nous demandons, on nous en a donné une seule? Vous nous demandez quoi?
Un parti politique, sa vocation, c'est de travailler, de mobiliser, comme vous voyez là, de former ses militants pour aller par la voie électorale à la conquête du pouvoir. Mais si on vous dit que la conquête du pouvoir, même par la voie électorale, est impossible, vous voulez faire quoi? Vous allez continuer à vous battre jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on doit voir les règles du jeu là pour que ce soit bien, pour qu'on aille aux élections. Nous n'avons aucune armée. Nous n'avons pas l'intention d'avoir une milice, nous n'en avons pas. Nous n'en aurons jamais. Notre option, c'est le changement dans la paix et par les urnes. Mais si nous nous battrons sur cette option-là jusqu'au bout, croyez-moi. C'est tout. Merci beaucoup. C'est terminé pour aujourd'hui. Venez avec nous à Tokombéré demain si vous avez d'autres questions. Je vous remercie, merci beaucoup Monsieur le Président National pour cet exercice. Nous avons été édifiés. Je prierai la sécurité de prendre des dispositions. La sécurité prend des dispositions. Ceux qui sont ici à l'intérieur vont d'abord attendre que le président et sa suite sortent avant de se lever pour sortir aussi. Mais quant à se lever, par politesse on peut se lever. Le président est en train de sortir, s'il vous plaît. Debout. Allez plus loin. Madame? Hein? La Maison de la Renaissance vous dit merci. Elle est honorée, mon président. Merci. Merci. Reculez un peu. Ça, c'est le direct sur sa page. Vous faites quoi? C'est le direct sur sa page.